Bonsoir amis et bienvenue dans une nouvelle plongée profonde dans les tempêtes politiques et économiques qui ébranlent les fondations du commerce mondial. En ce moment, la relation entre les États-Unis et le Canada est sur le fil du rasoir, tout cela à cause d'une taxe qui a mis le président Donald Trump en rage. La taxe sur les services numériques du Canada, un prélèvement de 3% sur les géants technologiques comme Amazon, Google et Meta, devait coûter aux entreprises américaines plus de 2 milliards de dollars par an, et Trump l'a qualifié d'attaque directe et flagrante contre les États-Unis. Dans un message incendiaire sur Truth Social, il a mis un terme brutal à toutes les discussions commerciales avec le Canada, menaçant d'imposer des tarifs dans les jours à venir. Mais dans un revirement stupéfiant, le Canada a fait machine arrière, supprimant la taxe seulement 48 heures plus tard pour relancer les négociations commerciales. Alors, qu'y a-t-il derrière cet affrontement à enjeux élevés? Pourquoi le Canada a-t-il cédé si vite? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du commerce en Amérique du Nord? Ce soir, nous allons décortiquer chaque couche de cette saga transfrontalière pour découvrir les véritables forces en jeu. Abonnez-vous à Deep State et activez les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour politiques et économiques. Commençons par l'étincelle qui a allumé cet incendie. La taxe sur les services numériques du Canada, ou DST, a été adoptée en juin 2024, mais appliquée rétroactivement à partir de janvier 2022. Elle vise les entreprises ayant un chiffre d'affaires mondial supérieur à 750 millions d'euros et des revenus numériques canadiens dépassant 20 millions de dollars, touchant les géants technologiques américains comme Amazon, Meta, Google, Uber et Airbnb, avec un prélèvement de 3% sur les revenus provenant des utilisateurs canadiens. Cela inclut les revenus des places de marché en ligne, des publicités numériques, des réseaux sociaux et des ventes de données d'utilisateurs. Les premiers paiements devaient être effectués le 30 juin 2025 et les estimations tablaient sur un coût d'environ 2 milliards de dollars par an pour les entreprises américaines, avec une projection de plus de 7 milliards sur 5 ans. Le gouvernement canadien a présenté cette taxe comme un moyen de faire payer leur juste part aux géants technologiques, arguant que ces entreprises réalisent d'énormes profits grâce aux utilisateurs canadiens tout en payant peu ou pas d'impôts en raison de leur absence de présence physique dans le pays. Mais pour Trump, ce n'était pas seulement un désaccord politique, c'était une déclaration de guerre. Le 27 juin 2025, il s'est exprimé sur Truth Social, accusant le Canada de « copier l'Union européenne » avec une taxe scandaleuse qui ciblait injustement l'innovation américaine. Il a annoncé que les États-Unis mettaient fin à toutes les discussions commerciales avec le Canada, avec effet immédiat, et a promis de dévoiler de nouveaux tarifs dans la semaine. Ce n'était pas juste de la rhétorique, cela a provoqué des ondes de choc sur les marchés. Le S&P 500 et le Nasdaq, en hausse plus tôt dans la journée, sont passés dans le rouge alors que les investisseurs se préparaient à une guerre commerciale avec l'un des alliés les plus proches des États-Unis. Le commerce entre les États-Unis et le Canada est colossal. 762 milliards de dollars en biens l'année dernière, le Canada étant le deuxième plus grand partenaire commercial des États-Unis. Une perturbation ici pourrait avoir des répercussions sur les deux économies, affectant tout, des actions technologiques au prix à la consommation. La fureur de Trump ne concernait pas seulement l'argent. C'est personnel et politique. Il a noué des liens étroits avec des magnats technologiques comme Jeff Bezos d'Amazon, Tim Cook d'Apple et Mark Zuckerberg de Meta, qui ont tous donné des millions à son fonds d'inauguration et se sont assis près de sa famille lors de son investiture. Pour Trump, protéger ces entreprises est une priorité, d'autant plus qu'elles font face à des taxes numériques similaires en Europe. Son administration voit la taxe du Canada comme un précédent dangereux qui pourrait encourager d'autres nations à suivre cet exemple. Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a même lancé une enquête sous la section 301 pour quantifier le préjudice causé aux entreprises américaines, signalant une possible riposte. Le message de Trump a également critiqué les tarifs laitiers du Canada, affirmant qu'il frappe les agriculteurs américains avec des prélèvements allant jusqu'à 400%, bien que ceux-ci ne s'appliquent qu'au-dessus des limites de quotas dans le cadre de l'accord commercial USMCA. Le Canada, sous la direction du premier ministre Mark Carney, a d'abord tenu bon. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a insisté sur le fait que la taxe était légale, adoptée par le Parlement, et faisait partie de discussions commerciales plus larges. Pas plus tard que la semaine dernière, il a déclaré aux journalistes que le Canada irait de l'avant avec la taxe,
même si des groupes technologiques américains et un membre du Congrès exhortaient Trump à faire pression sur Ottawa pour qu'il recule. Mais la menace de Trump d'arrêter les négociations commerciales et d'imposer de nouveaux tarifs, en plus des 50% existants sur l'acier et l'aluminium canadien et des 25% sur les voitures, a changé la donne. L'économie du Canada dépend fortement des exportations, 80% de ses biens allant aux États-Unis pour une valeur de plus de 400 milliards de dollars par an. Une guerre tarifaire frapperait durement le Canada, en particulier dans des secteurs comme l'énergie, les minéraux et l'automobile. Puis vint le revirement. Le 30 juin 2025, le ministère des Finances du Canada a annoncé qu'il supprimait le DST, mettant fin au prélèvement qui devait commencer ce jour-là. Le premier ministre Carney a présenté cela comme un mouvement stratégique, déclarant que c'était en prévision d'un arrangement commercial global mutuellement bénéfique avec les États-Unis. Lui et Trump se sont entretenus ce soir-là, convenant de reprendre les négociations avec pour objectif de conclure un accord d'ici le 20 et 1 juillet. Le ministre des Finances, Champagne, a promis une législation pour annuler officiellement la taxe, bien que cela nécessite encore l'approbation du Parlement. La Maison-Blanche a célébré la victoire, la secrétaire de presse Caroline Leavitt déclarant que le premier ministre Carney et le Canada ont cédé au président Trump. Le secrétaire au commerce des États-Unis, Howard Lutnick, a remercié le Canada d'avoir supprimé une taxe qui aurait étouffé l'innovation américaine et aurait été un obstacle à tout accord commercial. Alors, pourquoi le Canada a-t-il reculé si vite? C'est simple. Le rapport de force. Les États-Unis ont l'avantage dans cette relation. L'économie du Canada dépend beaucoup plus des marchés américains que l'inverse. Un tarif de 35% sur les biens canadiens, que Trump a menacé d'imposer à partir du 1er août, aurait pu paralyser les exportateurs. De plus, le style imprévisible de Trump, qualifiant le Canada de partenaire commercial difficile et plaisantant même sur son annexion comme 51 États, a maintenu Ottawa sur le qui-vive. Les groupes d'affaires canadiens, comme la Chambre de commerce du Canada et le Conseil des affaires du Canada, avaient averti depuis longtemps que le DST était inutilement provocateur pendant les délicates négociations commerciales. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et les lobbies technologiques américains ont soutenu l'appel à son abandon, craignant que des tarifs de représailles n'augmentent les coûts pour les consommateurs et ne détériorent les relations transfrontalières. Mais tout le monde au Canada n'applaudit pas. Des critiques comme Paris Marx, animateur du podcast Tech Won't Save Us, soutiennent que le DST était un outil légitime pour s'assurer que les géants technologiques paient leur juste part. Marx souligne que le Canada a retardé la taxe pendant des années, espérant un cadre mondial dirigé par l'OCDE, mais la résistance des États-Unis sous Biden et Trump a freiné les progrès. D'autres pays, comme la France, font face à une pression similaire des États-Unis, mais tiennent bon, bien que la DST française soit désormais sous examen constitutionnel. Michael Geist, professeur de droit à l'Université d'Ottawa, a qualifié le recul du Canada d'embarrassant, arguant qu'il a surestimé l'influence de son marché et sous-estimé les risques de provoquer Trump. Geist pense que cela pourrait forcer un redémarrage de la régulation technologique au Canada, où les législateurs ont souvent traité la technologie comme une vache à lait pour les projets publics. Les répercussions vont au-delà des taxes. Cette saga expose la fragilité des relations entre le Canada et les États-Unis sous la stratégie de guerre commerciale de Trump. Depuis son entrée en fonction en janvier 2025, il a imposé des tarifs généralisés. 50% sur l'acier et l'aluminium, 25% sur les voitures et 25% sur les biens hors USMCA. Le Canada a poussé pour lever ses tarifs, mais l'équipe de Trump, y compris le conseiller économique Kevin Hassett, considère les taxes numériques comme des pratiques commerciales déloyales. Hassett a laissé entendre que d'autres pays avec des taxes similaires, comme l'UE, pourraient faire face à la même colère du représentant commercial des États-Unis, Jamieson Greer. Pour le Canada, supprimer le DST était un mouvement pragmatique pour éviter un coût économique plus large, surtout avec la renégociation de l'USMCA à l'horizon l'année prochaine. Et maintenant, la date limite du 20 et 1 juillet est serrée, et les deux parties ont beaucoup en jeu. Le Canada veut un allègement des tarifs, tandis que Trump pousse pour des concessions sur les quotas laitiers et la politique technologique. L'industrie technologique américaine, une force de lobbying puissante, continuera à faire pression pour des protections contre les taxes étrangères.
Pendant ce temps, les négociateurs canadiens comme l'ambassadrice Kirsten Hillman et le ministre Dominique Leblanc marchent sur une corde raide, équilibrant les intérêts nationaux avec le besoin d'apaiser Trump. Candace Lang, de la Chambre de commerce du Canada, a qualifié cela de moment de haut et bas dans les pourparlers, exhortant les négociateurs à rester concentrés malgré les théâtralités de Trump. Pour les géants technologiques américains, c'est une victoire, pour l'instant. Les 2 milliards qu'ils auraient dû payer cette année restent dans leur poche, et l'alignement de Trump avec la Silicon Valley signale d'autres batailles contre les taxes numériques mondiales. Mais pour le Canada, le recul fait mal. C'est un rappel du déséquilibre de pouvoir dans le commerce nord-américain et des limites à s'opposer à un président américain qui joue dur. Alors que les négociations reprennent, la question n'est pas seulement de savoir si un accord sera conclu d'ici le 21 juillet, mais si le Canada peut obtenir des conditions qui ne le laissent pas à nouveau à genoux. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Les menaces tarifaires de Trump planent toujours et l'économie du Canada reste vulnérable. Si les pourparlers échouent, nous pourrions voir de nouveaux prélèvements sur les biens canadiens, du pétrole aux voitures, affectant les consommateurs des deux côtés de la frontière. Et avec l'UE et d'autres nations qui observent, cela pourrait établir un précédent sur la manière dont les États-Unis exercent leur pouvoir contre les taxes numériques dans le monde entier. L'horloge tourne, et les enjeux ne pourraient être plus élevés. Le Canada et les États-Unis trouveront-ils un terrain d'entente, ou s'agit-il seulement de la première escarmouche dans une guerre commerciale plus large? Laissez vos réflexions dans les commentaires, car cette décision façonnera tout, des actions technologiques à votre facture d'épicerie. Si vous voulez plus d'analyses politiques et économiques comme celle-ci, abonnez-vous à Deep State et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour.